Et si on se disait qu'on a en quelque sorte deux personnages dans notre tête? Aujourd'hui, on va plonger dans cette idée pour découvrir comment ces deux esprits cohabitent et façonnent absolument chacune de nos pensées. Allez, on commence avec une question toute simple. Combien font 2 plus 2? La réponse, 4, est venue immédiatement, n'est-ce pas, sans aucun effort. Ok, maintenant une autre question. Combien font 17 fois 24? Ah, là on sent tout de suite la différence. Il faut s'arrêter, se concentrer, c'est un vrai effort mental. Cette différence entre les deux expériences, eh bien c'est exactement le cœur de notre sujet. La première réponse est automatique, intuitive, super rapide. La seconde, elle, est laborieuse, délibérée et beaucoup plus lente. Et cette distinction, elle est loin d'être anodine. En fait, elle révèle deux manières radicalement différentes que notre cerveau a de fonctionner. C'est le psychologue et prix Nobel Daniel Kahneman qui a vraiment popularisé cette idée. Il décrit ces deux modes de pensée comme deux personnages, deux agents qui vivent dans notre esprit. Et il leur a donné des noms très simples, système 1 et système 2. Alors qui sont-ils? Le système 1, c'est notre pilote automatique. Il gère nos impressions, nos intuitions, nos réactions immédiates. C'est lui qui est aux commandes la plupart du temps. Et le système 2, lui, c'est le penseur conscient, celui qui réfléchit, qu'on doit volontairement activer pour résoudre des problèmes complexes, comme 17 fois 24. Faisons d'abord connaissance avec le système 1. On peut vraiment le voir comme une machine incroyablement efficace qui tourne en permanence. Et ce que cette machine accomplit sans qu'on s'en rende compte, c'est juste stupéfiant. C'est le système 1 qui nous permet de sentir l'énervement dans la voix de quelqu'un au téléphone, de nous tourner d'un coup vers un bruit suspect, ou de comprendre une phrase simple. Tout ça, ça se passe tout seul, sans qu'on aille à y penser. Comme le dit Kahneman, une immense partie du travail mental qui produit nos impressions, nos intuitions, se déroule en silence dans les coulisses de notre esprit. On ne se demande pas comment on sait qu'une lampe est sur le bureau, on le sait et c'est tout. C'est un peu la magie silencieuse du système 1. Mais une de ses caractéristiques les plus fascinantes, c'est que le système 1 est un conteur d'histoires. Il cherche constamment à donner un sens à ce qui se passe, en créant des liens de cause à effet. Par exemple, si on lit les mots « banane » puis « vomi », notre esprit ne peut s'empêcher de créer une petite histoire où les bananes ont provoqué le malaise. C'est l'association d'idées en action, et c'est totalement automatique. Mais attention, cette machine si rapide et efficace n'est pas parfaite, loin de là. Elle a des défauts de conception, des erreurs de jugement prévisibles qu'on appelle des biais cognitifs. La meilleure comparaison, c'est celle des illusions d'optique. Prenons l'illusion de Müller-Lyer. On a beau savoir que les deux lignes sont exactement de la même longueur, notre système 1 ne peut pas s'empêcher de les voir différentes. Eh bien, les biais cognitifs, c'est pareil. Ils trompent notre intuition. Prenons un exemple bien concret, l'effet d'ancrage. Imaginez cette expérience. On fait tourner une roue de la fortune truquée devant des gens. Pour un groupe, la roue s'arrête sur le chiffre 10. Pour un autre, sur 65. Juste après, on leur pose une question qui n'a absolument rien, mais alors rien à voir. Et c'est là que ça devient fascinant. Le groupe qui a vu le chiffre 10 a estimé en moyenne que 25% des nations africaines étaient à l'ONU. Et le groupe qui a vu 65, leur estimation moyenne était de 45%. Un nombre complètement aléatoire a servi d'encre et a tiré leur jugement vers le haut ou vers le bas. C'est un bug typique du système 1. Alors, qui peut nous sauver de ces erreurs? C'est là qu'intervient le système 2. On peut le voir comme un inspecteur, un détective méticuleux et attentif. D'ailleurs, on va faire une petite expérience pour sentir cet inspecteur au travail. Prenez le nombre 5294. Maintenant, essayez d'ajouter 1 à chaque chiffre, à un rythme régulier, pour arriver à 6305. Allez-y. On sent l'effort, la concentration, n'est-ce pas? On sent presque les pupilles qui se dilatent. Eh bien, cette tension mentale, cette concentration, voilà la signature du système 2. C'est un travail qui consomme beaucoup d'énergie mentale. Le système 2 est extrêmement puissant. Il est capable de raisonnement logique, de calculs complexes, mais il déteste travailler pour rien. Et c'est là qu'est le principal problème. Notre inspecteur est brillant, certes, mais il est aussi incroyablement paresseux. Ses ressources mentales sont limitées et s'épuisent vite. Regardez cette étude sur des juges israéliens, c'est absolument édifiant. Le graphique montre le pourcentage de libération conditionnelle accordée au fil de la journée. Juste après une pause déjeuner, le taux d'approbation est d'environ 65%. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il s'effondre pour atteindre quasiment 0 juste avant la pause suivante. La fatigue mentale épuise le système 2, qui finit par choisir la solution la plus simple, la décision par défaut, refuser. Ce phénomène, on l'appelle l'épuisement de l'ego. Il montre très clairement que lorsque notre système 2 est fatigué, il baisse la garde. Il ne vérifie plus le travail du système 1 et c'est là que l'on devient beaucoup plus vulnérable aux erreurs de jugement et aux influences extérieures.
La paresse du système 2 explique aussi pourquoi on est si sensible au cadrage, c'est-à-dire à la manière dont une question est posée. Regardez cette différence incroyable des taux de dons d'organes en Europe. Dans les pays où il faut cocher une case pour être donneur, presque personne ne le fait. Dans les pays où par défaut on est donneur et il faut cocher une case pour refuser, presque tout le monde est donneur. Le choix par défaut l'emporte. Tout simplement parce que notre système 2 n'a pas envie de faire l'effort de le remettre en question. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? La bonne nouvelle, c'est que le simple fait de comprendre ce mécanisme, c'est déjà la première étape et la plus importante pour déjouer ces pièges. Le but n'est surtout pas de se débarrasser du système 1, il est absolument essentiel à notre survie. L'objectif, c'est plutôt d'apprendre à reconnaître les situations à haut risque, les moments où notre intuition est la plus susceptible de nous tromper, et de consciemment faire appel au système 2 pour une petite vérification. C'est un travail d'équipe. Et l'une des stratégies les plus efficaces pour ça, c'est d'apprendre le vocabulaire des biais. C'est un peu comme un médecin qui nomme une maladie pour pouvoir la traiter. Le fait de pouvoir mettre un nom sur un effet d'ancrage ou un biais de cadrage nous aide énormément à le repérer chez les autres et surtout, avec un peu d'entraînement, à le repérer en nous-mêmes. Au final, toute cette histoire de système 1 et système 2, c'est une véritable invitation à mieux se connaître. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, maintenant qu'on sait qu'on a en nous ce héros impulsif et cet inspecteur un peu paresseux, combien de nos décisions importantes mériteraient peut-être un second regard ?